Alors, on va vous souhaiter évidemment la bienvenue. C'est la deuxième édition de cet événement qui s'appelle les rencontres de la recherche et de l'innovation en Hauts-de-France. C'est initié par la région Hauts-de-France, c'est cofinancé par l'Union européenne et par l'État. Alors j'ai pris quelques chiffres pour vous donner une mesure de ce que représente cet événement à l'échelle de la région. C'est 25 événements répartis sur toute la région. C'est sur 16 villes des Hauts-de-France, dont une ville en Belgique, parce qu'on va parler évidemment de partenariat. Au total, c'est 60 acteurs intervenants qui y vont partager leurs témoignages, leur savoir-faire. Et puis évidemment, vous avez des entreprises, des startups, des chercheurs, des enseignants, des universitaires, des structures d'accompagnement, des associations, enfin bref. Vous allez avoir des témoignages de tout ce qui représente l'écosystème qui crée l'innovation, qui fait l'innovation en Hauts-de-France. Alors évidemment, on a quelques points forts durant ces rencontres. On a 5 événements qu'on a appelés défis. Alors vous en faites partie. Alors défi, évidemment, c'est un petit jeu de mots, c'est relever des défis, mais c'est pas que ça. Ça représente, avec les lettres du mot défi, ça représente développement économique, emploi, formation, innovation. Vous l'avez compris, chaque lettre forme le mot défi. Parce qu'évidemment, on va prendre ces différents axes pour pouvoir traiter les sujets de chaque défi. On a axé d'ailleurs tous ces sujets sur les thématiques des politiques stratégiques régionales. Alors ça, c'est l'aspect un peu, si vous connaissez, c'est le fameux SRD2I et le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Alors c'est un peu barbare, mais c'est le CPRD-FOP. C'est pour vous dire que, évidemment, on a pris des thèmes qui étaient évidemment des thèmes importants qu'on veut mettre en lumière et qui nous semblent importants dans la recherche et l'innovation en Hauts-de-France. Alors, ces 5 événements phares qu'on appelait les 5 défis reprennent des thèmes extrêmement variés. Vous les avez vus dans le teaser qui était tout au début de cette matinée. Et c'est co-organisé par 2 organismes. Alors, c'est important de les citer parce qu'ils travaillent d'arrache-pied pour organiser ces 5 événements phares aux 4 coins de la région de France. Il y a le C2RP. Alors c'est important parfois d'expliquer qui sont les organisateurs. Le C2RP, c'est un groupement d'intérêt public qui est en faveur du déploiement des politiques publiques d'orientation, de formation et de l'emploi. C'est financé par l'État et la région et c'est par gouvernance, une fois par la région, une fois par l'État. Et puis ces événements, ces 5 défis sont co-organisés avec un organisme qui s'appelle HDFID, c'est Hauts-de-France Innovation Développement. C'est la toute nouvelle agence régionale qui est en faveur du développement économique et de l'innovation sur le territoire désormais des Hauts-de-France. Ça a été inauguré en juin dernier. Voilà, vous savez, les 2 organisateurs qui s'occupent notamment de ces défis, et croyez-moi, évidemment, à chaque fois, ça traite de sujets extrêmement variés, vous l'avez vu, et aujourd'hui, vous n'êtes pas trompé. Si vous êtes concerné par les problématiques de la santé, des services à la personne et de la silver economy, eh ben vous êtes au bon endroit. Ça tombe bien, vous avez bien choisi. Donc, on a donné ce défi Génération S. Ça reprend évidemment ces 3 thèmes. Et on a pris un point commun pour traiter ces défis cette année, 2018, le management de l'innovation. Alors vous le savez, pour qu'une innovation soit réussie, il faut l'entreprendre de la bonne, de la meilleure des façons. Et on a pris cet axe, évidemment, pour traiter les différents sujets de cette journée. Alors bien sûr, c'est extrêmement concret. Hein. On a 2 défis à relever ce matin, avec des témoignages très concrets, que des personnes qui vivent sur le terrain des expériences et qui ont su parfois, sans le savoir, innover. C'est bien pour ça qu'on les a fait venir. Le premier défi, ce sera sur les nouveaux modes d'organisation, de management, des nouveaux concepts d'habitat contributif et connecté. Donc ça, ce sera la première table ronde. Et le deuxième défi, une deuxième table ronde, ce sera sur les nouvelles pratiques de recrutement et de formation. Ça va être tout un programme. Vous allez voir que c'est riche d'enseignements et riche en témoignages. Alors évidemment, avant de démarrer une telle journée, on aime bien donner un peu de rondeur également, de donner un peu d'importance au niveau du lancement. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez pu apercevoir, beaucoup d'institutions participent à la réussite de cet événement. Et notamment l'institution, ce lieu magnifique où il se passe beaucoup de choses. Et il me paraît naturel de laisser la parole à la personne qui nous accueille ici à la Fondation Opale. Et je vais laisser donc la parole à la directrice stratégique et innovation de Fondation Opale. Alors j'espère pas écorcher votre prénom, Madame Snezana Valls, c'est bien ça? Excusez-moi d'avance, je vous remercie de venir me rejoindre et je vous remercie évidemment de l'accueillir ici avec nous pour cette matinée. Merci, bonjour à tous.
Je vous remercie déjà d'avoir répondu présent à cet événement. On est vraiment très très heureux de vous accueillir. C'est une salle, vous le voyez, qui est bien structurée et bien propice à ce type d'événement. On en organise très souvent, toutes les semaines d'ailleurs. On est très, je ne vais pas reprendre la liste de courses de tous les intervenants et organisateurs que vous avez cités bien mieux que moi. Je vous remercie en tout cas d'avoir choisi Opale comme lieu de ce rendez-vous, qu'on appelle RRI, m'a-t-on expliqué. C'est un peu l'acronyme. Mon propos introductif, si vous voulez, il sera assez simple. C'est de vous expliquer un tout petit peu qui nous sommes et vous introduire aussi la manière dont on structure le management de l'innovation au sein de la Fondation depuis à peu près 2 ans, depuis que nous avons mis en place notre laboratoire d'innovation. En fait, on a... Vous m'entendez là, ça, parce que j'ai des petits retours. Ça va. En fait, on a lancé... Enfin, Opale, déjà, c'est une structure sanitaire et médico-sociale qui existe depuis pratiquement 100 ans et qui est structurée sur le handicap. On prend en charge pratiquement 30 000 usagers à l'année sur des pathologies chroniques, invalidantes, temporaires ou définitives ou dégénératives. Et puis, ça fait à peu près 100 ans qu'on fait ça. On a une prise en charge assez spécifique qui est en fait de délivrer des services très intégrés. On va diagnostiquer le problème du client, du patient, de l'usager, de son aidant. On va lui proposer des solutions pour le réparer. On va aussi le rééduquer, voire le réinsérer socialement, professionnellement, scolairement. Donc, si vous voulez, il y a une vision très, très globale des besoins du patient et de son environnement de vie, jusqu'à l'adaptation de son domicile dans la prise en charge. On est grosso modo essentiellement un établissement structuré sur 14 sites dans les Hauts-de-France et on a 3 métiers, donc la médecine-chirurgie, la rééducation et le domaine de l'insertion. On a 1400 salariés, 2300 salariés répartis sur toute la région et surtout des antennes aussi, on est sur la côte en région, sur Arras, Bailleul et Fouquer, donc aussi non loin de la métropole lilloise sur les bassins de vie de population. On a un organisme de formation satellitaire et puis aussi un laboratoire d'innovation qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans, en 2016, en juin 2016, qui nous permet en fait aujourd'hui d'initier aussi des démarches d'innovation et d'amélioration continue aussi dans nos prises en charge de nos patients et des aidants qu'on accueille chaque année. Ça a été une histoire qui a commencé par la mise en place d'une petite BU, d'une petite business unit, en fait, avec des gens qui travaillent de façon assez pluridisciplinaire dans les équipes chez nous, qui ont eu l'opportunité de travailler dans un cadre qui permet de penser hors du cadre et d'expérimenter un peu des choses sans passer par le canal des réunions institutionnelles obligatoires, les comités de direction, les conseils d'administration et toutes ces instances qui, au fond, sont aussi un peu castrateurs quand on veut un peu expérimenter et se lancer dans des nouveaux défis, je vais employer ce terme-là, dans des nouvelles expérimentations. Et ça a été toute l'intelligence de notre directeur général, c'est de nous permettre de structurer cette petite cellule, d'expérimenter. Mais ça ne se fait pas tout seul, et ça s'apprend aussi, et pas seulement en allant, il faut un peu de méthode. Donc on a un peu formé cette équipe, on l'a fait accompagner par des appuis externes aussi. C'est très important de se faire entourer par des gens qui forment aussi aux méthodes de l'innovation et au management de l'innovation. Et surtout, on a mis en place des dispositifs qui permettent d'innover avec les acteurs. Il y a une brochette d'acteurs très différents, d'horizons très divers dans la salle, c'est essentiel. On n'innove pas tout seul, c'est beaucoup d'humilité, c'est permettre aux patients, enfin pour dire, en gros le lab c'est quoi? L'objectif c'est vraiment d'améliorer l'expérience globalement du patient dans son parcours de vie, tant dans l'institution qu'en dehors, et on y tient beaucoup sur le en dehors aussi, mais ça se fait en impliquant l'usager, ses aidants, les professionnels de santé, mais aussi des acteurs du secteur de la recherche, des sociétés savantes, des pôles de compétitivité, des startups, des institutionnels, des financeurs, etc. Donc, il faut être très humble. Effectivement, seul, on ne va pas très loin. Et donc, l'objectif, c'est de s'ouvrir. Et donc, on a mis en place, pour manager l'innovation, des dispositifs de management de cette innovation et d'animation à destination de 3 cibles. Nos salariés. Alors, nos salariés, c'est assez classique, j'allais dire, si on regarde ce qui se pratique un tout petit peu dans d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas la santé. On a un peu copié-collé, mais adapté, parce que l'hôpital, c'est pas une entreprise, de temps en temps, c'est ce qu'on dit dans nos secteurs, mais en même temps, c'en est une quand même. En termes de management, beaucoup de recettes s'appliquent de la même façon. Donc, on a mis en place des systèmes de remontée de fichiers idées, on a lancé des dispositifs de hackathon, internes et externes, dont un qui a été financé par la région aussi, via le dispositif Inspire, en mars cette année. 150 participants, usagers, professionnels, start-up, etc.
Et donc, c'est tout un dispositif où en fait on fait le pari de dire, bah voilà, nos professionnels ne sont pas là que pour soigner, ne sont pas là que pour exécuter des actes de soins. Ils ont aussi des idées, ils ont aussi ils posent aussi des constats dans leur pratique au quotidien, et ils sont aussi capables de remonter un certain nombre de choses sur des idées ou des cahiers de charges d'idées de nouveaux produits, de nouveaux services ou d'amélioration dans les pratiques quotidiennes. Donc ça a été quelque chose d'assez, j'allais dire, structuré et structurant en interne. Deuxième cible pour manager l'innovation, ça a été également nos clients, nos patients. On les a aussi impliqués dans ces démarches-là, tant de démarches qualité que d'innovation, c'est-à-dire qu'on a mis en place une démarche d'animation et de recrutement d'une communauté d'anciens patients ambassadeurs. Alors, c'est-à-dire que ce sont des patients qui peuvent de temps en temps revenir parce qu'ils ont des pathologies chroniques et qu'on les suit sur le long cours, mais qui, au fond, assument des fonctions qui sont dévolues à l'organisation en matière de communication. Certains sont auditeurs internes, d'autres sont des testeurs de produits ou de services. Ça peut choquer, mais c'est le cas. Voilà, donc c'est des gens qui, bénévolement, souhaitent s'investir. Des citoyens d'abord, hein, c'est plus des patients, c'est des citoyens qui souhaitent s'investir, donner un peu de leur temps au quotidien, parce que ça fait sens pour eux, et en fait être des patients pairs pour aiguiller dans des parcours de vie certains patients qui passent par le même parcours qu'eux, tout simplement, et c'est beaucoup plus important que ce que pourra dire un praticien, parce qu'il y a une expérience de vie qui n'est pas que médicale dans le vécu d'un citoyen qui est effectivement confronté à des difficultés de santé, temporaire ou définitive. Et puis voilà, donc si vous voulez, tout ça, ça a été quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire de la place qu'on donne, si vous voulez, aux patients, aux clients, en fait, hein, de notre établissement de santé et à son entourage dans le projet associatif. Donc ça a fondamentalement changé la manière de manager un certain nombre de choses dans l'établissement. Et donc, au fond, ils ont un peu le droit de vote, et on les écoute, et on les écoute autant que peut-être d'autres salariés. Ça a créé aussi, en termes de dynamique interne et de dynamique managériale, un certain nombre de tensions, d'ajustements, voilà, c'est quelque chose de très nouveau en termes de dispositif. Et puis, troisième cible, en matière de management d'innovation, on va dire grosso modo, c'est le paquet un peu partenaire. Alors, partenaire, il y a, on va dire, 2-3 cibles vraiment privilégiées. Il y a certains fournisseurs d'équipements de haut niveau de nos plateaux techniques de rééducation qui sont des gens avec qui on challenge et qui nous challenge un peu sur l'évolution un peu de nos équipements et des produits qu'ils délivrent. Il y a les écoles, les grandes écoles. On affectionne particulièrement les étudiants Master 1, Master 2, ingénieur, transformation digitale, informatique, etc. C'est vraiment des cibles très, 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 très importantes pour nous à court terme. On accueille plus de 1400 stagiaires à l'année, donc on forme la main-d'œuvre de demain dans le secteur santé, mais aussi sur ces métiers qui sont l'avenir aussi pour les hôpitaux, les designers. On recrute 5-6 designers à l'année en stage et parfois en CDD, donc vous voyez, c'est quand même très nouveau pour un hôpital. Et puis, bien évidemment, des startups, les pôles de compétitivité qui nous permettent aussi de nous mettre en relation avec des interlocuteurs, mais aussi pour les startups de tester des produits, d'intégrer de façon assez précoce des nouveautés, de tester un peu en interne. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très, très, très nouveau aussi dans la manière de travailler avec, en fait, l'écosystème. Donc, c'est de s'ouvrir, quoi. C'est ça qui est vraiment le message clé, c'est de s'ouvrir. C'est pas facile, c'est assez douloureux, c'est pas spontané dans le secteur hospitalier parce qu'on ne connaît pas l'univers des entreprises et des startups, on ne sait pas ce qui se joue dans cette relation-là, ça s'apprend. Et ça aussi, c'est des choses qu'on commence un peu à structurer aussi en interne dans la relation qui nous lie à ces cibles-là. Donc voilà, et pour finir, très simplement, parce que sur le management d'innovation, voilà, il y a des dispositifs mis en place, je pense que je vous ai un tout petit peu dressé les 3 cibles qu'on avait un peu identifiées initialement au lancement de ce lab. On a bien évidemment, pour innover, il faut s'ouvrir, mais il faut aussi avoir de la méthode, il faut avoir une équipe, mais il faut aussi cibler des domaines dans lesquels on veut innover. Et donc le sujet, ça a été très en amont de cibler les thématiques qui faisaient sens pour nous. Il y a tout ce qui est domomédecine. Je ne vais pas tout dresser, mais grosso modo, 3 grandes sphères importantes pour nous. C'est vraiment tout ce qui est domomédecine et effectivement un axe très fort. Et on a un appartement thérapeutique tremplin en interne, vous le verrez pour ceux qui feront la petite visite cet après-midi, qui effectivement permet d'explorer ce champ-là pour ceux qui le souhaitent cet après-midi. On a tout un axe qui tourne autour de la e-santé. C'est très, très, très large, mais
peut-être parler plus projet concret, on travaille notamment sur la production et la commercialisation, par exemple, de jeux thérapeutiques de rééducation. C'est des véritables médicaments numériques qui ont une visée rééducative pour les patients. On a des projets de recherche européens aussi qui nous permettent de faire de la R&D depuis pratiquement une dizaine d'années dans ce domaine-là. C'est très important pour notre métier de la rééducation. On travaille avec Microsoft, par exemple, sur la data pour faire de la prédiction de durée de séjour de patients. On regarde la data qu'on a sur le client quand il rentre dans nos locaux. Ça a l'air choquant comme ça, mais on fait un peu de médecine prédictive, mais plutôt médico-économique, si vous voulez. Donc ça, c'est avec Microsoft, par exemple. Donc, vous voyez, on a des projets très variés pour un hôpital, en fait, d'approche de l'innovation. Et puis après, on a des projets beaucoup plus, organisationnels. Ça peut être, par exemple, l'insertion professionnelle de nos usagers. C'est aussi notre métier, on n'en parle pas assez. On suit pratiquement 3000 patients usagers à l'année pour le retour à l'emploi, c'est quand même énorme. Et bien voilà, ça implique vraiment d'être assez innovant du point de vue des parcours, de l'accompagnement et des partenariats qu'on noue aussi avec le territoire. Et c'est vraiment indispensable. Donc si vous voulez... Ce qui est important de retenir, c'est que voilà, l'hôpital, pour innover, tout comme d'autres secteurs d'activité, ne peut pas le faire tout seul. 2, ça s'inscrit dans une logique d'amélioration de la qualité de service et d'expérience du patient dans et en les murs. Et 3, eh bien, un établissement de santé, c'est tout autant qu'un autre secteur d'activité, une plateforme avec des potentialités de croissance avec le territoire et d'ouverture à partir de ces services avec des acteurs pour pouvoir développer des choses ensemble. Et donc on est un acteur tant économique que social pour le territoire d'implantation dans lequel on est. Donc voilà. Donc c'est vraiment important pour nous d'œuvrer en ce sens-là depuis pratiquement 2 ans. Et c'est ce que nous permet de faire notre patron depuis quelques temps. Merci beaucoup, évidemment, pour cet horizon qui est donné sur le travail qui est réalisé à la Fondation Opale. Vous pouvez évidemment saluer cette énergie, évidemment, qui est avec nous. Alors évidemment, pour vous accueillir durant cet événement, vous l'avez compris, l'État et la région participent avec nous, ainsi que le recteur. Et je vais demander pour le volet État d'accueillir la directrice adjointe du pôle entreprise, emploi et économie de la Directe Hauts-de-France, Catherine Thirier. Est-ce que vous entendez si on le fait a cappella comme ça? Ça va être compliqué, ouais. Vous voulez que je... Ça va là? Il n'y a rien à faire au principe. Bon, ok. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord excuser Madame Lallier-Beaulieu qui a été retenue par ailleurs. Et je voudrais aussi voir avec vous ce que nous, à notre échelle, à la Directe, nous essayons d'apporter comme innovation dans les services à la personne. Vous savez que les services à la personne répondent à des besoins spécifiques tout au long de la vie, commence à la petite enfance, et puis après c'est pour des ménages qu'on appelle actifs, pour le ménage, le repassage. Et puis après, c'est lorsque vous êtes plus âgé et que vous avez besoin d'aide. Tout au long de la vie, vous avez recours au service à la personne et vous êtes suivi dans un contexte de changement des modes de vie. Participation accrue des femmes au marché du travail, le vieillissement de la population, avec le désir de rester à son domicile, des enfants vivant loin de leurs parents. Nous sommes habitués à ces évolutions, mais il faut voir que pour le secteur, ce sont des remises en question journalières. Ces activités recouvrent à la fois des services d'aide au public fragile, des enfants en bas âge et des personnes dépendantes ou handicapées, et des services de la vie quotidienne. En région de France, ce sont 30 000 ménages qui ont recours à ces services pour pallier une perte d'autonomie ou pour mieux concilier vie professionnelle ou vie personnelle. Les services à la personne représentent 5% de l'emploi régional et le contexte démographique et sociétal va renforcer le poids de ce secteur. Et c'est un secteur créateur d'emplois de proximité non délocalisables et favorable au développement économique des territoires. Mais c'est aussi un secteur en construction avec des acteurs très différents. Il y a des entreprises, des associations, des particuliers employeurs,
avec des conventions collectives différentes, avec des grilles de salaires différents. Très difficile de mettre en place des stratégies communes pour l'ensemble de ces acteurs. Mais compte tenu de l'importance stratégique du secteur, dès février 2017, un contrat de filière a été signé avec l'ensemble des acteurs. Un contrat de filière Silver Economy avait déjà été signé en 2013. Ce contrat de filière signé en 2017 s'articule autour de 3 axes principaux. L'emploi et la formation professionnelle pour permettre au public les plus éloignés de l'emploi de s'insérer durablement dans le monde du travail, de permettre le développement économique du secteur en favorisant l'innovation sociale et technologique afin de mieux préparer les enjeux de demain liés à l'évolution de la société, liée à l'évolution des modes de vie, avec des familles recomposées, donc des gardes d'enfants peut-être avec, par exemple, une semaine, j'ai 3 enfants à garder, une autre semaine, j'en ai 4. Le développement aussi des objets connectés dans la maison, l'accompagnement des personnes qui vieillissent mais qui ne sont pas encore considérées comme des personnes âgées, hein, la génération des baby-boomers, moi ça par exemple, dont les enfants sont moins dispos, sont plus éloignés géographiquement. Et puis après, les personnes âgées, celles qui décident de rester à leur domicile, qui ont une perte d'autonomie, et puis après, les personnes qui sont en grande dépendance. Tout ça fait que le secteur doit s'adapter, innover et répondre à des besoins évolutifs et parfois avec la même personne. Et puis un axe très important sur la santé et les conditions de travail, afin de prendre en compte les spécificités de ce secteur, caractérisé par une atomisation du temps de travail et la multi-activité. Il faut savoir que le secteur des services à la personne, en France, est le premier secteur pour les accidents de travail, avant le bâtiment et les travaux publics. Alors la Direct Hauts-de-France, depuis de nombreuses années, travaille dans ce secteur. On a essayé, avec nos outils, de faire des choses innovantes. Alors ça n'a rien d'extraordinaire, hein. L'État est toujours... faut un temps de maturation, hein, pour arriver à changer les habitudes. Mais en 2015, avec l'accord de notre administration centrale, nous avons mis en place un ADEC, qui est une convention pour mettre en place des actions de formation et de compétences, dans ce secteur, que nous avons signé avec l'ensemble des branches professionnelles, les partenaires sociaux, les OPCA. Les OPCA du secteur, c'est Uniformation et AGFOS PME, avec un budget de 650 000 euros. Et cet ADEC a vraiment rencontré un succès pour 2 raisons. Premièrement, nous avions, nous, État, réfléchi à l'adaptation de notre outil à ce secteur, ce qui nous a permis de proposer des formations pratiques et courtes. La deuxième raison pour laquelle cet ADEC a rencontré du succès, c'est que les OPCA ont fait vraiment un travail de fond d'information auprès des structures, et les structures ont joué le jeu d'envoyer leurs salariés en formation. Donc on a vraiment été satisfaits et nous allons renouveler cet ADEC pour 2 ans, sur 2018-2019, avec un budget de 450 000 euros. Nous ne l'avons renouvelé que pour 2 ans, puisque vous savez, avec la loi Avenir Professionnel, nous ne connaissons pas au jour d'aujourd'hui les ADEC qui seront transformés en OPCO, qui seront représentatifs de la branche. Alors, parallèlement à cet ADEC, la Direct a participé activement aux travaux du campus des métiers autonomie, longévité, santé, qui est le seul campus en France à avoir un spectre aussi large sur ce secteur.
Nous avons 2 autres campus en France, mais avec des champs plus restreints qui couvrent en gros la silver economy. Mais pour notre région, nous avons vraiment ce campus. Et je pense qu'il est important pour nous, direct, de participer à ces travaux, parce que très longtemps, on a travaillé d'un côté les acteurs de la formation initiale et de l'autre côté, les acteurs de la formation continue. Il faut absolument que nous apprenions à travailler ensemble pour éviter au maximum les ruptures de parcours de professionnels. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est des jeunes en formation initiale qui ont acquis des connaissances et des compétences. Et lorsqu'ils rentrent sur le marché du travail, il y a des manques. Et là, il faut qu'en ayant pu travailler ensemble, la formation continue puisse très rapidement prendre le relais pour que l'adaptation au poste de travail se fasse dans les meilleures conditions possibles et que le jeune, de ce fait, puisse intégrer le monde du travail dans les meilleures conditions. On a mis aussi un autre outil, alors qui n'a rien des révolutionnaires non plus, que vous connaissez, qui sont les groupements d'employeurs. On a mis en place en 2016 un groupement d'employeurs spécifique au SAP, qui a pris naissance dans le département de la Somme. Donc aussi là, pour diversifier nos sourcings de recrutement, puisque je rappelle, les GEC s'adressent au public jeune sans diplôme et aux demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 45 ans. Donc on a essayé d'ouvrir des sources de sourcing et nous envisageons de faire une extension de ce GEC à l'ensemble de la région. Donc on a lancé une étude et des réunions vont être lancées sur les territoires pour venir à la rencontre de structures pour savoir quels seraient vos besoins par rapport à ce groupement d'employeurs pour faire rentrer des jeunes demandeurs d'emploi ou des demandeurs d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation. Alors c'est vrai que le développement économique et la formation sont des enjeux importants. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que si nous voulons rendre les métiers des services à la personne attractifs, et que surtout si nous voulons attirer des jeunes, nous devons être très très vigilants aux conditions de travail qui sont un enjeu primordial. Alors en collaboration avec l'ARACT, nous avons mis en place une action expérimentale sur le management du travail pour l'encadrement intermédiaire afin de prévenir les risques professionnels, aussi bien pour ces encadrants, mais aussi pour les équipes qu'ils encadrent, et qu'eux-mêmes deviennent leurs propres agents de prévention. Alors nous avons réalisé cette action sur l'ensemble des territoires. On a développé des outils et des plans d'action. Ces ateliers de sensibilisation vont être étendus à la région Hauts-de-France. Les départements Somme et Aisne n'en ont pas encore bénéficié. Et pour que la capitalisation de ces actions et que ça serve à quelque chose, c'est-à-dire que ça ne se résume pas aux ateliers, les structures sont présentes, mais d'autres ne peuvent pas être présentes. La Directe, en 2018, a financé 2 vidéos reprenant les problématiques quotidiennes que rencontrent ces encadrants afin d'aider les structures à poser leurs problèmes en interne et à dégager des pistes de travail. Alors ces vidéos, vous allez les retrouver très prochainement sur le site de la Directe, de l'ARACT et du C2RP. N'hésitez pas à vous en servir en réunion, en colloque, même en réunion interne. Et nous avons aussi démarré une action sur la qualité de vie au travail, ici en 2018, avec 5 structures. Et nous avons aussi prévu de mettre en place des outils de transfert numérique pour aider aussi à la capitalisation. Alors je voudrais finir mon propos en disant, voilà, donc on a mené, nous, l'État, un certain nombre d'actions. Nous allons par
petits pas. On a fait un état de lieu à travers 3 études sur la potentialité des services à la personne en région, sur la caractérisation des salariés, sur la connaissance de l'offre. Je pense qu'en s'appuyant sur ces 3 études, nous pouvons avoir notre feuille de route collective pour les années à venir, dans un monde du travail qui est de plus en plus mouvant, de plus en plus numérisé, donc qui demande une adaptabilité très forte, dans une société où les modèles évoluent très rapidement. Donc je pense que tous ensemble, nous allons devoir être innovants, inventifs dans nos modes de travail, dans nos réponses aux attentes des citoyens et des structures, et aussi dans l'élaboration et l'application de nos politiques publiques au quotidien. Voilà, ça va être notre défi. Super, merci beaucoup. Et évidemment, si vous voulez développer, vous pourrez échanger durant le cocktail networking ce midi pour avoir évidemment chaque adresse de ces différentes dispositions. Alors, je vous demande d'accueillir pour le volet de la région, la conseillère régionale du Conseil régional Hauts-de-France, Madame Mathilde Jouvenet. Merci. Bonjour. Pardon. Bonjour. Bienvenue à tous aux rencontres régionales recherche-innovation qui regroupent les secteurs économiques, les secteurs des nouvelles technologies, de la recherche, du numérique et de l'innovation. Je tiens à excuser Madame Karine Charbonnier, la vice-présidente en charge du développement économique à la région de France, qui m'a demandé de la représenter ce matin, qui n'a pas pu se déplacer. Voilà. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du SRDE2I, c'est-à-dire le schéma régional de développement économique, innovation et internationalisation, qui a défini 5 axes de travail, dont l'axe Génération S, qui est consacré à la santé, à la silver economy, au service à la personne et à l'emploi à domicile. L'objectif de cette journée est que les acteurs de cet écosystème régional se rencontrent afin qu'ils échangent sur les bonnes pratiques et les pratiques innovantes. Cette journée devra aussi être l'occasion de tisser des liens et de créer des passerelles entre les différents acteurs régionaux qui, quelquefois, se croisent mais ne se rencontrent pas. En 2018, les 5 défis ont été traités sous le spectre du management de l'innovation. Les enjeux du management innovant dans un secteur en tension comme celui de la santé sont déterminants. Il va falloir travailler notamment dès l'apprentissage et la formation professionnelle afin que le secteur se modernise et puisse répondre aux défis de demain. Je tiens à remercier les différents partenaires, notamment la Fondation Opale, qui a organisé cette belle manifestation. Je tiens également à saluer le travail entrepris par la Fondation dans le secteur, qui propose des pratiques innovantes et originales. Je remercie également le cluster santé d'Amiens, le RACT, le campus des métiers et des qualifications, le cluster santé, le cluster senior de la CCI d'Artois, la FEPEM, le réseau Adapt Service. Je remercie également les différents intervenants qui vous présenteront leurs activités et les innovations qu'ils ont mis en place. Je remercie également HDF-ID ainsi que C2RP qui se sont mobilisés dans l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, comme on l'a dit, il y a un volet renseignement extrêmement fort également dans ces défis. Et pour cela, je vais demander à Madame Laurence Lemaire, proviseure du lycée Yann Lavézari, j'espère que j'écorche pas, à Berck, et représentante également du campus des métiers dont on parle, qui en fait une grande force pour notre région, campus des métiers et des qualifications, autonomie, longévité et santé. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, merci au C2RP de nous associer pour cette deuxième édition. Les campus font de leur mieux pour être porteurs en la matière en termes d'innovation et surtout de passerelles et de liens.
Voilà. Merci beaucoup à la Fondation Opale pour leur accueil. Je vous prie d'excuser l'absence donc de Madame Valérie Cabuil, la rectrice de l'Académie de Lille. Hein. Voilà, je ne peux pas remplacer une rectrice, vous pensez bien. Voilà, donc je vais m'exprimer beaucoup plus simplement au nom du campus. Et parler au nom du campus, c'est parler d'abord au nom de 2 chefs d'établissement, alors mon établissement, mais aussi le lycée Valentine Labbé de la Madeleine, puisque nous sommes 2 à porter ce campus, qui est un campus régional, hein, et nous sommes en cela voilà, plus que largement comment dirais-je, épaulés par en fait notre cheville ouvrière qui est notre directrice opérationnelle, voilà, que je salue ici, Madame Élodie Delattre. Alors, il y a 7 campus en Hauts-de-France. Il va probablement y en avoir encore quelques-uns de plus. Notre campus, c'est campus des métiers et des qualifications. Donc, d'emblée, on parle bien de profession, on parle bien d'être dans la vie active, mais aussi de formation. Et nous avons choisi autonomie, longévité et santé. Pourquoi ça? Parce que d'abord, l'idée a germé ici avant d'être exportée et élargie à la région, parce qu'évidemment, c'est une problématique que vous connaissez bien, qui est régionale et nationale. Et puis, c'est quand même une très forte identité de notre territoire. Hein. Je salue d'ailleurs la présence de tout un groupe d'étudiants de chez nous aujourd'hui qui est là avec leurs professeurs et qui est ravi de pouvoir être associé, de participer à vos tables rondes dans la journée. L'objectif des campus, c'est quoi? C'est répondre aux besoins des métiers et des formations comme nous pouvons. En tout cas, comme nous avons envie de le faire au mieux, c'est sûr. La problématique ALS est plus que jamais au cœur des problématiques des services à la personne et de la Silver Economy. Vous parliez tout à l'heure de défis, développement économique, emploi, formation. C'est exactement pour cela que les campus ont été créés, c'est-à-dire faire du lien entre le ministère de l'Éducation nationale et le développement économique. Notre campus ALS, pour le territoire du rectorat de Lille et pas encore Hauts-de-France, c'est plus de 30 000 apprenants. De temps en temps, je regarde ma DO pour voir si je dis des bêtises ou pas, hein, vous l'aurez remarqué. Voilà. Plus de 30 000 apprenants. D'accord ? Ça va de bac-3 à bac+3 et bien au-delà, tellement les métiers autour de la problématique sont divers et variés. Hein. Et puis nous avons une directrice opérationnelle, nous avons beaucoup d'huile de coude, nous avons beaucoup de bonnes idées, vous en avez tous, hein. Nous avons beaucoup de bonne volonté parmi des partenaires très variés. Bref, ce que l'on a, c'est de l'envie d'agir. Et ce que l'on souhaite, c'est communiquer cette envie d'agir à tous nos jeunes. Sur le territoire des Deux Bœufs en Montreuilois, donc là je resserre un petit peu voilà, mon secteur géographique pour revenir entre guillemets à la maison. Hein. Et on travaille avec l'IHB de la Fondation Opale, on travaille avec l'IRTS d'Étaples, avec l'EREA, l'IFSI, l'IFAS, l'IFMK, l'IFE pour tout ce qui est, on va dire, formation, et puis l'ULCO aussi, l'Université du Littoral, qui est très associée à nos travaux, et puis aussi avec l'agence d'attractivité des 2B hein, en Montreuilois, et donc je salue ici Lucie Cellier, hein, qui est aussi un fameux soutien. Les divers objectifs de notre campus, et d'ailleurs des autres campus, même si les autres thématiques ne nous concernent pas aujourd'hui, c'est donner aux jeunes l'envie de s'engager dans une filière porteuse d'emploi, et aussi en ce qui nous concerne réellement porteuse de sens. Voilà, on veut créer des passerelles, on veut donner du sens, donner de l'envie. Donner aussi aux apprenants une culture professionnelle, leur donner le goût de l'innovation, maintenir, développer le lien entre les formateurs ou les professeurs et les professionnels, mettre en synergie les divers acteurs de la branche, voilà, à notre niveau. Hein. Et voilà. Alors quelques exemples de réalisation. Hein, quelques exemples uniquement, puisque en fait, plus ça va, plus il y a d'idées et de projets. Hein. Ça va d'Olympiade de la solidarité, organisée au niveau de Bac Pro à SSP, à conférences sur le secret partagé, conférences partagées par des apprenants de niveaux très divers, hackathon Silver Tourisme, c'est-à-dire là, on s'ouvre plus vers la dimension économique de la Silver Economy, hein. Challenge de l'innovation, speed meeting des métiers pour les faire découvrir, mais encore conférences à destination des apprenants et parfois aussi des formateurs ou des professeurs. Par exemple, cette année, il va y avoir plusieurs cycles de conférences un petit peu partout en Hauts-de-France sur les maladies neurodégénératives. Alors évidemment, mise au niveau de nos apprenants. Hein. Stage de formation innové dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes dépendantes, en partenariat avec la vie active, et là c'est porté aussi avec l'inspection pédagogique régionale.
un colloque scientifique aussi cette année porté par le campus dont le thème sera Silver Economy, vulnérabilité et territoire. Donc c'est un colloque de chercheurs en Hauts-de-France qui sera porté par les universités d'Artois et de Valenciennes. Et j'en passe. Je vous ai donné que quelques exemples. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de niveaux divers de publics qui sont là ici recherchés. En un mot commençant, les besoins sont légion. Vous le savez bien mieux que moi puisque vous êtes les professionnels. Les idées foisonnent. Donc c'est l'occasion pour nous ici, pour moi, au nom de tous mes collègues, de vous remercier pour vos engagements respectifs au service de nos seniors et aussi au service de tous nos jeunes qui souhaitent vous rejoindre. Merci à tous. Merci à vous.